Au XIXe siècle, existait encore à Lille un quartier très ancien, aujourd'hui disparu, le quartier Saint-Sauveur. Ce quartier cachait des trésors architecturaux. Il hébergeait aussi la plus grande misère. De nombreux filetiers y avaient élu domicile. C'étaient les ouvriers qui travaillaient dans les nombreuses retorderies de fil du quartier. Sous la monarchie de Juillet, rien que dans la rue de Fives, aujourd'hui une partie de la rue Gustave-Delory, on comptait 10 retorderies. Pour abriter ces premiers ateliers textiles, les industriels ont surélevé leurs habitations d'un étage supplémentaire, construites en bois et en vitrage. D'autres les ont aménagées dans leur jardin. La rue Saint-Sauveur comptait 5 retorderies. Au total, on en dénombrait 55 rien que dans le quartier Saint-Sauveur. Bientôt, de vastes ateliers s'ouvriront. S'ajoutaient à cette activité des quantités d'autres, principalement dans l'industrie textile. L'ouvrier filetier gagnait 2,50 francs par jour, sa femme 1,50 franc. Pour faire vivre une famille de 6 personnes, il fallait plus de 20 francs. Alors, les enfants entraient sitôt que possible en atelier pour contribuer aux revenus de la famille. Une bien modeste contribution, puisqu'ils n'étaient payés que 75 centimes par jour. Une situation bien précaire qui pouvait être vite fragilisée par les aléas de la vie, chômage, maladie, décès du conjoint, c'était alors l'indigence. 2 organisations s'étaient donné mission de secourir les familles indigentes. Le bureau de bienfaisance était l'une d'elles. C'était en quelque sorte le centre communal d'action sociale de l'époque. En 1850, cet organisme avait confié le travail de visite et de secours aux nécessiteux aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elles résidaient à l'hospice Tapard, rue de la Vignette. Ces religieuses connaissaient très bien le sujet de la misère. Dans leur établissement, les sœurs occupaient de malheureuses orphelines à leur ouvroir, sorte de petit atelier de confection. Dans les années 1840, la moitié des enfants de cette rue mouraient avant l'âge de 5 ans. Signaler la rue de la Vignette, c'est présenter à l'esprit l'ensemble le plus complet de la hideuse misère, écrivait le bureau de bienfaisance au ministre de l'Intérieur en 1873. La deuxième organisation, nommée Conférence Saint-Vincent de Paul, dépendait des paroisses. Elles étaient sous la présidence de Camille Féronvreau, une figure du catholicisme lillois. Les conférences œuvraient en étroite collaboration avec les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ses membres distribuaient des bons de pain, des bons de charbon et de viande, des paillasses, des vêtements, parfois même de l'argent. Les familles secourues devaient être recommandées, mais aussi afficher une bonne conduite morale comme religieuse. Elles devaient avoir 2 enfants au minimum, et ne pas résider dans certaines rues bordées de maisons malfamées, comme la rue de l'Abbessé.
Les membres de la conférence Saint-Vincent de Paul étaient des notables et, cela va sans dire, de fervents catholiques. Nous avons pu identifier certains d'entre eux qui œuvraient paroisse Saint-Maurice. Jean-Hubert de Gueuzer de Chamont, un courtier en café, son fils Lucien, futur moine chartreux, Régis et Holme Buisine, marchand d'ornements d'église, Albert Scrive-Polis, fabricant de cardes, Félix Dubois-Charvet et ses fils Louis Dubois-Brilleman et Charles Dubois-Bellard, tous fabricants de toiles. Nombreuses étaient les familles indigentes visitées rue du Bourdeau, notre actuelle rue Charles-Saint-Venant. Elles habitaient le plus souvent des garnis réservés aux ouvriers. La famille Levat habitait ainsi au-dessus du cabaret de l'Étoile, au 43 de la rue du Bourdeau. La famille Couteau, à l'étage du cabaret à la ville de Mascara, au numéro 15. La famille Hugo, quant à elle, vivait au numéro 23 dans l'entrepôt d'un gros industriel. Ces familles occupaient souvent les bâtiments édifiés en arrière-plan, invisibles depuis la rue, qu'on appelait les quartiers de derrière. Laissons le président des conférences Saint-Vincent de Paul les évoquer. Ces deux corps de bâtiments situés vis-à-vis l'un de l'autre laissaient entre eux une ruelle qui, quelquefois, n'avait pas 1 mètre de largeur. Il était important, pour le visiteur de la conférence qui pénétrait dans ces lieux sinistres, de regarder à ses pieds, car là se trouvaient souvent, à l'entrée, toutes sortes d'ordures, de petites mares d'eau stagnantes, dont l'écoulement était impossible par suite du mauvais état du sol ou par suite de l'obstruction du ruisseau par les ordures. Les émanations fétides qui s'élevaient dans ces cours et qui s'échappaient des chambres habitées y étaient stationnaires, car la ventilation n'y était pas possible. Car il s'agissait bien de chambres dans lesquelles ces familles s'entassaient. Jules Simon écrit « Un ménage n'occupait rarement plus d'une seule chambre. Les fenêtres étaient en nombre insuffisant et ne donnaient passage qu'à un air déjà vicié. Dans beaucoup de maisons, elles n'étaient pas faites pour s'ouvrir. L'état des murs, des châssis, des planchers attestait l'incurie des propriétaires. Les cheminées, quand il y en avait, étaient hors de service. C'était toujours sur un poêle de fonte que l'on préparait les aliments de la famille. On était frappé du petit nombre des lits. Il était rare que le même ménage en eût 2. La rue du Bourdeau était une des rues les plus insalubres de la ville. De ce fait, elle avait été l'une des plus frappées par le choléra de 1832, maladie charriée par le canal du Becquerel, bourbeuse et infecte, qui serpentait entre les bâtiments de derrière.